Le futur est là. Il ne s'agit pas de combinaisons spatiales high-tech ou de vivre sous terre. Il s'agit de choses vraiment cool comme le fait de pouvoir se téléporter, de voyager dans l'espace, de comprendre les chiens, etc. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné que la réalité augmentée pouvait téléporter les gens à l'endroit de leur choix, que ce soit pour le travail ou pour une journée de détente à la plage. Avec le métaverse, entrer dans une pièce virtuelle est déjà possible. Le métaverse est un espace virtuel où les gens peuvent interagir et socialiser les uns avec les autres grâce à la technologie. Tu as l'impression d'être physiquement présent au même endroit que d'autres personnes, plutôt que de simplement taper sur ton clavier dans une conversation en ligne. Imagine que tu joues ou que tu travailles à distance, mais que tu aies en même temps une vue dégagée de ton bureau. Tu peux effectuer toutes tes tâches professionnelles, tout en économisant le temps et l'argent que tu dépenserais en déplacement. Le gros inconvénient du télétravail est le manque de socialisation. Avec le métaverse, tu n'auras plus l'impression d'être seul. Les écrans seront interactifs et la communication avec tes collègues, tes amis et ta famille sera plus facile. Même si la téléportation physique n'est pas encore possible, on peut déjà virtuellement aller où on veut. Les nanorobots portent ce nom parce qu'ils sont vraiment minuscules. Ces robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques à l'intérieur du corps humain pour des raisons médicales. Une fois à l'intérieur, ils commencent à agir par eux-mêmes sans avoir besoin d'être contrôlés. Et ils peuvent se multiplier comme nos cellules. On a souvent entendu le mot nanorobot dans les films de science-fiction. Mais ils ne sont pas si éloignés de la réalité. Ils opèrent comme des mini-médecins à l'intérieur de ton corps. Et ils sont suffisamment précis pour diagnostiquer un problème et prescrire un traitement. Tout le monde sera en meilleure santé grâce à ces petites créatures high-tech. Chaque année, la population de la Terre augmente. Cela implique de plus grands besoins en production alimentaire. Comme il ne reste que peu d'espace dans les zones urbaines, les fermes devront bientôt être situées dans des endroits moins conventionnels, comme sur le toit des gratte-ciels ou dans les airs, c'est-à-dire sur des structures et plateformes qui peuvent supporter la végétation. Un éminent architecte, Javier Ponce, a conçu un bâtiment à 3 niveaux alimenté par des panneaux solaires au sommet. Au niveau intermédiaire, on fera pousser divers légumes et fruits qui obtiendront des nutriments à partir d'un liquide au lieu de la terre elle-même. Les déchets organiques tomberont au niveau inférieur pour nourrir des poissons, qui pourront aussi être élevés pour l'alimentation. Chaque structure sera assez grande pour subvenir aux besoins d'une ville entière si nécessaire. Les gratte-ciels peuvent aussi accueillir quelques mini-fermes sur leur toit pour subvenir aux besoins d'un quartier. Toute cette verdure supplémentaire dans les villes réduira la pollution et fera baisser la température dans les régions trop chaudes. Parlons maintenant de nos adorables chiens. Quel bonheur de rentrer à la maison et de voir nos compagnons s'approcher de nous en courant et en sautant partout. Ils sont soit en train de dire « Nourris-moi, je suis affamé » ou « S'il te plaît, ne me quitte plus jamais ». Mais que se passerait-il si l'on pouvait comprendre exactement ce qu'ils veulent dire ? On a développé une technologie pour comprendre nos chiens plus clairement à l'aide d'un collier d'humeur. Tu mets l'appareil sur ton animal et un écran numérique indique son humeur par des couleurs. On sait déjà que les chiens nous parlent ou communiquent avec les autres chiens en utilisant leur langage corporel. Une queue qui remue est un signe d'excitation ou de bonheur. Un grognement et des dents exposées indiquent de l'agressivité. Et bien sûr, il y a les aboiements. Certains peuvent être des avertissements, tandis que d'autres sont des salutations amicales. L'intelligence artificielle nous aidera à comprendre ce que nos chiens nous disent en enregistrant leurs aboiements sur nos téléphones. Il est important que l'application voit aussi le langage corporel du chien, notamment ses oreilles, sa queue, ses yeux, sa bouche, etc. L'appli enverra ensuite ces informations sur le cloud. L'IA décodera ces données en étudiant des milliers d'heures de séquences d'animaux et en repérant les expressions et les sons. Cela permettra aux vétérinaires de mieux comprendre leurs petits canins et de prévenir tout dommage qui pourrait découler de l'intervention. Cela aidera aussi à former les chiens pour qu'ils ne soient pas trop agressifs envers les livreurs ou les piétons et autres cyclistes qui passent. L'avenir des déplacements quotidiens se trouve dans les airs. Tu n'auras bientôt plus à attendre au feu rouge, à compter les secondes jusqu'à ce qu'il passe au vert pour arriver à l'heure au travail. Il est en effet grand temps de parler des taxis volants comme moyen de transport. Les taxis aériens sont en train de devenir une réalité. Amazon expérimente les livraisons aériennes et elles s'avèrent être un succès.
Ces machines volantes sont dotées de capteurs qui peuvent remarquer certains obstacles comme les oiseaux, les fils électriques et les gros objets. Et c'est désormais aux législateurs d'adopter cette nouvelle forme de transport. Même si les livraisons aériennes sont désormais possibles, les autorités doivent encore trouver comment les organiser, créer des règles et mettre en place des mesures de sécurité. Quant aux taxis aériens exploités par des humains, il faudra déterminer qui sera habilité à les conduire. Ou quels types de modèles peuvent être produits. Mais de notre vivant, nous pourrions bien voir le ciel rempli de taxis aériens. La restauration rapide est sur le point de se transformer. Il existe déjà des caisses numériques où tu peux commander de la nourriture à l'aide d'un écran tactile et payer sur place sans interagir avec un humain. Le Japon a des distributeurs automatiques de pizzas fraîchement cuites. Certaines entreprises créent des robots qui peuvent préparer un menu de hamburgers et de frites. Ils sont rapides et précis, n'ajoutent pas trop de fromage et n'oublient pas les oignons. Tout ce dont ces robots ont besoin, c'est de quelqu'un pour les entretenir. Imagine que tu ailles dans un fast-food et que tu ne vois pas un seul humain devant toi. Tu passes ta commande auprès d'un caissier numérique après l'avoir personnalisé. Tu payes et tu regardes les robots à l'œuvre. Tu verras probablement des bras mécaniques soulever la friture et préparer un hamburger devant toi. Ne t'attends pas à voir un chef humanoïde préparer ton repas. Les robots sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques. C'est pourquoi les bras mécaniques sont plus que suffisants. Et si l'avenir est aux robots de livraison volant, il n'y aura pas de problème d'embouteillage pour t'apporter ton repas. Réserver un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde est facile, mais que se passerait-il si tu pouvais aller dans l'espace pour le plaisir? De nombreuses grandes entreprises de voyage spatial telles que SpaceX et Virgin Galactic cherchent des moyens de transformer l'espace en nouvelle destination touristique. On pourrait aller aussi loin que la Station spatiale internationale, ou bien se contenter de la frontière entre l'atmosphère et ce qui est considéré comme l'espace. L'idée d'un ascenseur spatial a aussi émergé, qui pourrait envoyer des gens à la Station spatiale internationale. Il s'agirait d'une grande structure basée sur la Terre et atteignant l'espace, avec un ascenseur qui ferait monter et descendre les passagers. Cela rendrait les voyages dans l'espace très accessibles et beaucoup moins chers que de lancer une fusée. Il y a peut-être un avenir où Internet sera disponible partout dans le monde, peu importe où tu te trouves. Aujourd'hui, seule la moitié de la population mondiale a accès à Internet. Des entreprises comme Google considèrent Internet comme un droit fondamental et essayent d'utiliser des ballons à hélium pour le téléporter dans les endroits reculés. D'autres entreprises envisagent une approche différente, comme envoyer des microsatellites dans l'espace, chacun de la taille d'un chat. Cela changera la donne pour que tout le monde ait accès à Internet, ce qui garantira des connaissances gratuites pour tous. Imagine que nos bonnes vieilles briques puissent stocker de l'énergie pour alimenter ta maison. Ce projet n'en est encore qu'à ses débuts. Mais des scientifiques américains sont en train de développer des briques intelligentes, qui pourraient bien être l'avenir de la construction. Chaque mur pourrait stocker suffisamment d'énergie pour plusieurs heures. Un revêtement spécial, connu sous le nom de PEDOT, permettra d'exploiter les électrodes, transformant finalement les briques en de puissantes batteries. Le pigment rouge des briques est composé d'oxyde de fer, qui les aide aussi à stocker de l'énergie. Cela rendra ta maison intelligente encore plus intelligente. Vois-tu, dans les années 1970, les scientifiques ont découvert une mystérieuse anomalie gravitationnelle appelée le Grand Attracteur. Attends, mais c'était mon surnom au lycée. Bref, il s'agit d'un endroit dans le cosmos qui attire des centaines de galaxies, dont notre propre Voie lactée. Tu ne pourras pas le voir car il se trouve de l'autre côté de notre galaxie, à environ 150 millions d'années-lumière. Le Grand Attracteur se trouve en fait dans la direction que les scientifiques appellent habituellement la zone d'évitement. Ah tiens, j'en ai une aussi, c'est mon tiroir à chaussettes. Il y a tellement de poussière et de gaz dans cette région que nous ne pouvons pas distinguer ce qu'il s'y passe. Cette zone bloque la plupart de la lumière visible provenant de l'au-delà. Mais toute cette poussière et ce gaz ne bloquent pas les rayons X, ni la lumière infrarouge. Donc, avec le développement de l'astronomie en rayons X, les chercheurs pourraient enfin commencer à observer tous les objets de cette zone, y compris cette mystérieuse force qui attire tout. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore compris pourquoi cela se produisait. Notre Lune pourrait être 200 millions d'années plus jeune que ce que nous pensions auparavant. De nombreux scientifiques pensent que la Lune s'est formée lors d'une puissante collision entre notre planète et un corps inconnu de la taille de Mars. La poussière et les débris en fusion se sont rassemblés et ont formé un nouvel objet que nous connaissons sous le nom de Lune. La croûte lunaire a probablement traversé un processus de solidification pendant plus de 200 millions d'années. Savais-tu qu'il existait à l'origine un océan de magma sur la Lune? Les scientifiques ont constaté cette réalité après y avoir découvert de grandes quantités de minéraux légers appelés plagioclases.
Ce matériau se cristallise généralement et flotte à la surface du magma. En tout état de cause, ces minéraux avaient 4,36 milliards d'années, ce qui signifie qu'ils se sont formés 200 millions d'années après l'apparition des premiers matériaux solides de notre système solaire. Ainsi, la théorie selon laquelle la Lune s'est formée pendant ce chaos cataclysmique pourrait être vraie. Si tu atterris sur la Lune un jour et que tu laisses ton empreinte à sa surface, elle peut y rester pendant 1 million d'années. Tu verrais aussi les empreintes d'autres astronautes, même si personne n'a atterri sur sa surface lunaire depuis des décennies. La Lune n'a pas d'atmosphère qui lui soit propre. Il n'y a pas de vent ou d'autre chose qui puisse balayer la poussière et effacer les empreintes de pas. Nous le percevons comme un petit point quelque part au loin. Mais en réalité, le Soleil est si grand que si c'était une sphère creuse, tu pourrais la remplir avec plus d'1 million de terres. Le Soleil représente 99,86% de la masse de l'ensemble de notre système solaire. Un autre objet énorme de notre système solaire est Jupiter. Elle est 11 fois plus grande que notre planète. À titre de comparaison, la Terre n'a même pas la taille de la grande tache rouge. Cette énorme tempête fait rage sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. Et non, elle n'est ancrée à rien de solide, puisque Jupiter est une géante gazeuse. Elle est semblable à un ouragan colossal de forme ovale, de couleur rougeâtre et assez vaste pour engloutir notre planète entière. Il fut un temps où elle était 3 fois plus grande que notre planète. Mais au cours des siècles, elle a rétréci tout en s'étirant. Quant à Jupiter elle-même, cette géante gazeuse est une sorte d'aspirateur qui garde notre système solaire en sécurité. Jupiter possède une gravité incroyablement forte qui dévore les comètes ou les astéroïdes qui pourraient potentiellement nuire à notre planète natale. Dans certains autres systèmes planétaires, les géantes gazeuses semblables à Jupiter migrent de la position où elles se sont formées. Elles spiralent vers l'intérieur et se rapprochent de leur étoile mère. Et pendant leur voyage, elles avalent de petites planètes telluriques. Ou bien leur immense force gravitationnelle projette ces planètes hors de leur système solaire. Heureusement pour nous, la force gravitationnelle de Jupiter ne fonctionne pas de cette façon. Si les planètes semblables à Jupiter restent éloignées de leurs étoiles, elles assurent la sécurité de leur système planétaire en protégeant les petites planètes qui se trouvent dans leur orbite intérieure. Jupiter, par exemple, peut influer sur les orbites des petits corps spatiaux qui s'approchent trop près des planètes intérieures. C'est pourquoi cette géante gazeuse est une excellente gardienne de notre système solaire. Il existe un trou noir supermassif qui parcourt l'espace à une vitesse de 4 800 000 km/h et laisse une traînée de débris derrière lui. J'avais un petit frère qui faisait pareil. Il est environ 1 million de fois plus lourd que notre Soleil, et en ce moment, il se trouve à 2 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce trou noir a commencé comme tous les autres dans sa propre galaxie elliptique avec de nombreuses étoiles qui l'entouraient. Les trous noirs supermassifs se forment souvent et restent dans le centre des galaxies, mais celui-ci s'est échappé. Une théorie affirme que ce trou noir est différent, car la galaxie où il s'est formé a peut-être rencontré une autre galaxie à un moment donné. Parfois, les galaxies fusionnent pour former une nouvelle galaxie à part entière si cela se produit. Mais pas cette fois-ci. Au lieu de fusionner, la galaxie de ce trou noir a traversé une galaxie bien plus grande il y a des millions d'années. Cette galaxie gigantesque avait déjà avalé d'autres galaxies en cours de route. Et comme elle était si grande, la galaxie qui entourait notre trou noir supermassif a fini par être déchirée. Le trou noir en son centre est parvenu à s'enfuir, avec certaines des étoiles proches. Ce qui a laissé cette traînée brûlante s'étendant par-delà l'espace environnant. Les super tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles peuvent provoquer des coupures de courant dans le monde entier. Des éruptions aléatoires en provenance du Soleil provoquent ces tempêtes solaires, et elles peuvent vraiment se produire à tout moment. En 2012, nous avons eu de la chance, car la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années est passée très près de nous. Elle s'est simplement contentée de croiser l'orbite de la Terre. Si elle s'était produite seulement une semaine plus tôt, notre planète aurait dû faire face à des conséquences terribles, notamment des coupures de courant sur l'ensemble du globe. Les sursauts de rayons gamma sont suffisamment puissants pour détruire des planètes. Nous parlons de sursauts extrêmement forts, qui se produisent principalement dans des galaxies très très lointaines. Si ces rayons sont dirigés directement vers un objet spatial, ils peuvent l'anéantir complètement, même si nous parlons là d'une planète entière. La Terre est en sécurité pour l'instant, et nous n'avons pas grand-chose à craindre. Un sursaut gamma se produit dans notre galaxie environ une fois tous les 5 millions d'années. Heureusement, il se produit trop loin et n'affecte pas la vie sur Terre. Tout cela, en somme, ne nous regarde pas, mais c'est tout de même effrayant. De la glace brûlante, ça existe. Il peut être difficile de se l'imaginer ici sur Terre, mais une étrange planète appelée Gliese 436b consiste littéralement en une boule de glace brûlante.
Elle a beau être couverte de glace, elle présente en même temps une température de 440 degrés Celsius. Tu ne peux pas vraiment la voir brûler car il y a trop d'eau sur cette planète. C'est en raison de sa forte attraction gravitationnelle qui attire les molécules d'eau vers le cœur de la planète et les entasse de façon incroyablement dense. De cette façon, les molécules d'eau ne peuvent pas s'évaporer, et c'est pourquoi la glace à la surface de la planète ne fond jamais. Il existe des étoiles qui peuvent croquer d'autres étoiles. Ces objets spatiaux sont pour la plupart des étoiles plus petites, dotées d'une masse plus faible. Elles ciblent les étoiles plus proches et commencent à absorber leur combustible hydrogène de façon à augmenter leur propre masse et généralement vivre plus longtemps. Une étoile vampire se teinte d'un bleu éclatant. Elle devient aussi plus chaude. Ainsi, elle donne l'impression d'être beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Si une étoile, ou tout autre objet d'ailleurs, tombe dans un trou noir, elle se trouve étirée comme un plat de spaghettis. Ce processus est même appelé spaghettification. La force gravitationnelle d'un trou noir étire dans une direction, mais en même temps, le comprime dans une autre. Et nos télescopes ont enregistré un tel processus à seulement 215 millions d'années-lumière de nous. Une étoile malchanceuse se promenait trop près d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. L'étoile, qui avait approximativement la même masse que notre Soleil, n'avait pas la moindre chance face à la force gravitationnelle extrême de ce trou noir. Après tout, le trou noir dont nous parlons était plus d'1 million de fois plus massif que notre étoile. Les astronomes ont eu de la chance d'assister à un tel événement, parce qu'après qu'un trou noir ait mangé une étoile, il recrache souvent ses composants sous forme de poussière cosmique. Il est donc difficile de voir ce qui s'y passe. Alors, cette image du trou noir, c'était pour ainsi dire son portrait craché ? Ok, c'est bon, j'arrête les calembours. L'univers n'est pas statique. Il évolue en permanence et grandit dans toutes les directions. Il est en expansion et les scientifiques l'ont découvert il y a presque un siècle. Mais il ne le fait pas à un rythme stable. Plus le temps passe, plus l'univers s'étend rapidement. Et par conséquent, les étoiles, les planètes et les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui laisse plus d'espace entre elles. Mais alors, dans ce cas, l'univers est censé se refroidir à mesure qu'il s'étend, n'est-ce pas ? Car après tout, il était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud lorsque le Big Bang s'est produit. Et pendant son expansion, l'espace s'est refroidi, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe actuellement, et les scientifiques ont été tout aussi surpris de le découvrir. Notre univers se réchauffe. Ils ont observé la température de gaz cosmiques éloignés de notre planète natale par rapport à de jeunes gaz plus proches de la Terre. Comme on mesure les distances spatiales en années-lumière, les régions plus éloignées sont comme une fenêtre sur le passé, tandis que les régions plus proches permettent une observation du temps présent. Bref, ils ont découvert que la température d'un certain gaz dans l'espace a augmenté plus de 10 fois au cours des 10 derniers milliards d'années, et la température du gaz cosmique répandu dans tout l'univers peut atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. Waouh! À mesure que l'univers s'étend, la force gravitationnelle fait son œuvre et tire le gaz et la matière noire ensemble. Elle fait un travail assez titanesque puisqu'elle crée des galaxies et des amas de galaxies à partir de ces matières. Et ce processus est totalement chaotique. Tellement chaotique que de plus en plus de gaz se réchauffent pendant que tout cela se produit. L'espace était extrêmement chaud lorsqu'il venait de se former il y a 13,7 milliards d'années. Et s'il redevenait aussi chaud? Les scientifiques observent la situation. Ils ont découvert que les températures dans l'espace ont augmenté en mesurant les gaz cosmiques, en utilisant une méthode appelée décalage vers le rouge. Ils utilisent généralement cette méthode lorsqu'ils veulent voir à quelle distance se trouvent certains objets spatiaux. Ceux qui sont plus proches de nous ont des longueurs d'onde lumineuses plus courtes. Plus un objet est éloigné, plus ces longueurs d'onde lumineuses sont longues. Et on peut déterminer la température d'un certain objet à partir de sa lumière. En moyenne, l'espace est un endroit plutôt froid. La lueur résiduelle du Big Bang s'appelle CMB, qui est l'abréviation de Cosmic Microwave Background, fond diffus cosmologique en français. Il est si puissant et intense qu'il baigne l'univers entier dans la lumière. C'est la seule chose qui réchauffe significativement la matière. Mais il existe de nombreux mécanismes, à plus petite échelle, qui contribuent à réchauffer la matière dans l'univers. Et ils pourraient s'emballer si l'espace se réchauffe. Prenons les étoiles par exemple. Elles émettent un rayonnement qui affecte la poussière et le gaz à proximité. Elles rayonnent aussi dans l'infrarouge lointain.
Lorsqu'une étoile est à son stade initial, le rayonnement qui en provient forme des structures protoplanétaires qui ressemblent à des disques. Ils se forment principalement dans un seul plan, et une étoile centrale brillante produit un gaz avec des reflets bleus. Il s'est passé la même chose avec notre système planétaire. Une forte énergie et des forces gravitationnelles ont provoqué des collisions, de la poussière et du gaz dans un tourbillon incontrôlé qui a formé des planètes. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire orbitent dans la même direction. C'est aussi la direction dans laquelle ce tourbillon géant tournait il y a longtemps. Étoiles actives, galaxies en collision, cataclysmes stellaires, trous noirs, étoiles à neutrons, l'univers a tellement de sources d'énergie. Et lorsqu'on entoure la matière normale de l'espace d'un environnement aussi énergique, elle se réchauffe considérablement. Lorsque tu chauffes quelque chose, de l'énergie en rayonne d'une certaine façon. Dans la plupart des cas, les galaxies n'ont que quelques zones où les étoiles se forment, dans des régions où le gaz s'effondre. Une bulle qui entoure cette zone contient de l'hydrogène ionisé. Les 3/4 de notre Soleil sont constitués d'hydrogène. Grâce à cet hydrogène, le Soleil nous tient chaud. Dans son noyau, l'hydrogène se transforme en hélium et provoque une fusion atomique. C'est comme ça que notre Soleil libère son énergie. Les radiations chauffent tout ce gaz à des millions de degrés. En même temps, il ionise un grand nombre d'atomes et de molécules, ce qui signifie qu'il les transforme en ions. Les atomes sont des particules neutres, tandis que les ions sont des particules chargées négativement ou positivement. Si l'univers se réchauffe, notre Soleil pourrait aussi se réchauffer. Si sa température atteignait 30 000 degrés Kelvin, il pourrait devenir suffisamment chaud pour ioniser tous les matériaux qu'il a précédemment éjectés. Et cela pourrait créer une véritable nébuleuse planétaire. Il s'agirait d'une nébuleuse en forme d'anneau qui se forme généralement à cause d'un gaz en expansion qui entoure une étoile vieillissante. Comme la température ne cesse d'augmenter, l'hydrogène s'ionise. À quelques milliers de degrés, cela pourrait rendre les nébuleuses de notre système solaire roses avec des lignes d'émission. Notre Soleil pourrait arriver à sa fin s'il atteignait la température de 50 000 degrés Kelvin. Et si tu pouvais flotter dans l'espace et t'en approcher, tu le verrais briller dans des tons verts sinistres à cause de l'oxygène doublement ionisé. Les phénomènes à haute énergie font en sorte que davantage de galaxies entrent en collision. Cela chauffe encore plus les gaz et finit par provoquer des émissions de rayons X. Maintenant, qu'en est-il des trous noirs et des étoiles à neutrons qui rayonnent ? Quand ils s'emballent, ils peuvent façonner des galaxies entières et qui sait quoi d'autre ? Peut-être aurons-nous aussi plus de masers. Ce sont des lasers naturels produits par notre univers. Ils apparaissent lorsque de grandes populations de molécules reçoivent de grandes quantités d'énergie. À l'heure actuelle, les scientifiques ont trouvé le maser le plus puissant, mais aussi le plus éloigné, et il est si puissant qu'il est plus lumineux que la lumière que produirait 6000 soleils, et ce, dans une seule ligne d'émission. Peut-être que nous découvrirons alors des masers encore plus puissants, dans le cas où nous serions encore là. Parce qu'à mesure que l'univers se réchauffe, le rayonnement cosmique devient plus fort, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la vie sur Terre. L'augmentation du rayonnement cosmique pourrait nous nuire. Qui sait si la vie serait même possible sur Terre dans ce cas, ou si la puissante force gravitationnelle ne ferait pas s'écraser notre planète natale sur une autre. Mais peut-être que la vie telle que nous la connaissons ne disparaîtrait pas complètement. Ou si cela arrivait, elle pourrait retrouver sa place d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un avenir lointain. Il est possible que notre univers puisse de nouveau accueillir la vie dans ses formes primitives. Cela n'a pas l'air très plausible quand on pense au chaos que le Big Bang a provoqué, n'est-ce pas ? Mais ce n'était que le début. Après que les choses se sont un peu calmées, les restes des premières étoiles ont formé des planètes telluriques. Dans notre système solaire, il s'agit de la Terre, Mars, Mercure et Vénus. Tu ne peux pas poser les pieds sur les autres car ce sont des géantes gazeuses. À l'époque, le rayonnement était assez intense, donc les planètes telluriques avaient un environnement adéquat pour se former, car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourbillonner la poussière et les particules et cuire une planète à ce point. Cette période de temps coïncide à peu près avec celle où les premières étoiles se sont formées dans notre univers. Les anciennes étoiles étaient bien plus grosses que notre Soleil, mais elles vivaient moins longtemps. Elles ont simplement fini par exploser en supernova et elles ont laissé des métaux lourds dans l'espace qui les entourait. Ce sont les particules à partir desquelles les planètes telluriques se sont formées. À l'époque, les radiations se répandaient dans tout l'univers. Cela a changé au fil du temps. Aujourd'hui, on est proche du zéro absolu.
400 000 ans après le Big Bang, lorsque les atomes d'hydrogène se sont formés, le fond diffus cosmologique était presque aussi chaud que la surface de notre Soleil. Et environ 15 millions d'années après le Big Bang, sa température était proche de la température ambiante, soit environ 27 degrés Celsius. Ces événements se sont produits dans tout l'univers, si bien que de nombreuses planètes auraient pu abriter la vie. Si nous étions l'un de ces mondes anciens, nous n'aurions pas besoin d'une étoile pour nous tenir chaud, car le fond diffus cosmologique serait suffisant. Il est donc possible que la vie dans l'espace soit bien plus ancienne que nous le pensons. Il pourrait y avoir eu des mondes anciens avec de l'eau liquide à leur surface. Et s'il y avait eu des formes primitives d'organismes, comme sur notre planète natale il y a très longtemps, ou même des formes plus développées? Peut-être le découvrirons-nous un jour. Joseph Walker est sur le point de réaliser un vol historique, mais il ne le sait pas encore. Il sourit à son pilote de chasse, qui lui fait le signe OK et ferme le cockpit de son compagnon d'acier, le tout dernier avion fusée non motorisé, le X-15. Il est placé sous l'aile d'un bombardier B-52. Il décolle et monte jusqu'à 45 000 pieds. Joseph est calme et enthousiaste, car il s'est préparé à ce moment toute sa vie. Il a une confiance totale dans son appareil aux ailes d'acier. Le bombardier largue le X-15, l'avion fusée s'allume et avec une poussée fantastique, Joe s'envole à toute vitesse vers le bord de l'espace. Il sait que son rêve de réaliser le tout premier vol suborbital en avion va bientôt se réaliser. Joe ajuste les commandes pour intensifier l'énergie de la fusée. Contrairement à la vue habituelle du ciel bleu depuis un avion, la magnifique forme incurvée de la planète Terre et son horizon noir sont un privilège visuel réservé à une poignée de chanceux. La réaction de Joseph Walker montre qu'il fait l'expérience de la pesanteur. Bienvenue dans l'espace. Le pilote déclare tranquillement « On l'a fait les gars ». Le nom de famille de Walker l'a toujours automatiquement propulsé vers l'action. Il lui suffisait d'aller de l'avant, de viser des objectifs plus élevés et de ne jamais s'arrêter. Lorsqu'il était adolescent, il aimait courir, les bras tendus sur les côtés. Il imaginait que ses jambes se soulevaient soudainement du sol et il se sentait voler, planant dans les airs, à la fois comme un homme et comme un avion. Quand il travaillait comme pilote d'essai, il avait l'habitude de survoler les lumières des villes au crépuscule. Elles s'assemblaient en mosaïque gigantesque en dessous et lui faisaient penser aux étoiles lointaines qu'il voulait atteindre. Son rêve de devenir astronaute et d'obtenir le fameux badge qu'il considérait comme un grand honneur est né à cette époque. En vue d'accomplir son rêve, Joseph a beaucoup étudié et a obtenu un diplôme en physique. Il a également acquis une grande expérience des essais dans les premiers avions de la série X et a effectué 27 vols dans des avions fusées après avoir rejoint la NACA à Dryden en 1951. NACA signifie National Advisory Committee for Aeronautics, soit le Comité consultatif national de l'aéronautique en français. Il combinait cette expérience avec celle d'un ingénieur compétent. Qu'est-ce qui pousse un pilote d'essai à risquer sa vie tous les jours? Le courage, le devoir, la dévotion, la passion, un peu de tout ça en même temps. Joseph était un pilote d'essai talentueux et n'aurait échangé son poste pour rien au monde, mais il avait toujours visé plus haut. Il est donc devenu la personne idéale pour le programme de vol spatial X-15 lorsqu'il a été invité à en être le pilote en chef. Toute l'équipe, y compris les ingénieurs et les 12 pilotes d'essai, devait prouver qu'elle pouvait concevoir un avion capable de voler et de survivre à des vitesses hypersoniques. Avant, il n'y avait que des théories sur le vol hypersonique et des essais en soufflerie à petite échelle. C'est pourquoi le projet a soulevé beaucoup de questions telles que « Pourront-ils le prouver ? Parviendront-ils à concevoir un avion stable et manœuvrable à des vitesses hypersoniques ? Pourront-ils créer une structure qui survivra aux frictions extrêmes associées aux vitesses hypersoniques ? Et plus important encore, un pilote pourra-t-il survivre et s'adapter à de pareilles conditions ? Lorsque le X-15 se détache de l'aile du bombardier, il est d'abord en chute libre pendant plusieurs secondes. Et ce n'est qu'ensuite que les fusées peuvent être allumées. Il y avait un risque considérable de défaillance de ces fusées. L'équipe a également dû concevoir un avion qui serait contrôlable en dehors de l'atmosphère et qui pourrait réussir à rentrer dans celle-ci à grande vitesse et avec un angle abrupt. Si le X-15 prenait un mauvais angle, l'avion serait détruit. Alors, ont-ils pu prouver tout cela ? Déjouer régulièrement l'adversité est le vrai travail de tout pilote d'essai. Joseph connaissait l'anatomie de son compagnon ailé aussi bien que la sienne, car sa vie en dépendait.
Le X-15 ressemblait à un gros réservoir de propergol avec un cockpit. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais les réservoirs de propergol occupaient environ la moitié de ces 15 mètres. Le X-15 pesait 7000 kg sans son carburant et 15 000 avec, sachant qu'il était constitué d'oxygène liquide et d'ammoniac anhydride. Pour voler à la vitesse hypersonique de Mach 6, soit 6500 km/h, il faut avoir un avion capable de survivre à des températures aussi élevées que 650 degrés Celsius. C'est pourquoi le X-15 a été construit en acier Inconel X, un alliage nickel-acier très résistant. Seuls 3 modèles ont été construits. Le X-15 était de loin l'avion le plus rapide existant à l'époque. Il pouvait voler à une vitesse pouvant atteindre 7 fois la vitesse du son, soit 7275 km/h. Joseph Walker pouvait voler jusqu'à la limite de l'espace et réatterrir en 12 minutes. L'avion était propulsé par un moteur à ergol liquide Reaction Motors XLR 99 qui délivrait une puissante poussée de 250 kN. Lors du premier vol du X-15 de Walker, il ne se doutait pas de la puissance des moteurs fusées et a été comprimé dans son siège en criant « Waouh !» L'énorme siège éjectable pesait 122 kg. Il avait 2 grands ailerons de stabilisation déployés après l'éjection et 2 grandes perches télescopiques qui s'étendaient pour stabiliser le siège. L'avion avait une aile conventionnelle, bien que petite, d'une envergure de seulement 7 mètres et d'une surface d'environ 18 mètres carrés. La queue de l'avion était inhabituelle, avec 2 surfaces horizontales inclinées et 2 surfaces verticales. Cette queue ressemblait à l'empenne d'une flèche. Elle servait le même objectif, à savoir maintenir l'avion stable et pointé dans la bonne direction. Les empennages verticaux supérieurs et inférieurs étaient assez grands et épais par rapport à ceux des avions conventionnels. Leur section transversale était en forme de biseau avec une arête prononcée à l'avant et une base émoussée à l'arrière. Cela apportait une stabilité supplémentaire et empêchait l'avion de se retourner à des vitesses extrêmement élevées. Le capteur de flux d'air situé sur le nez de l'avion déterminait la direction du flux et la pression dynamique. Ce capteur était appelé le ball nose. Il était actionné par un servomoteur pour s'aligner sur le flux d'air affectant le nez de l'avion. À partir de cela, les ingénieurs ont obtenu l'angle d'attaque, l'inclinaison du dérapage et la pression dynamique de l'air s'écoulant autour de l'avion. Le nez était refroidi à l'azote liquide pour éviter qu'il ne fonde pendant le vol à grande vitesse. Pour s'amuser, Walker aimait parier avec ses collègues pilotes d'essai quant à savoir qui serait le premier à faire décoller l'avion-fusée au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement acceptée de 100 km au-dessus du sol. Le 22 août 1963, pendant le vol 91, Joseph Walker a établi un record mondial de la plus haute altitude atteinte par un avion X-15 non motorisé avec 108 km. Le X-15 est hissé jusqu'au pylône de l'aile du B-52. Les treuils sont situés dans les zones d'entretien, du ravitaillement en carburant et d'accouplement du X-15. Toutes les vérifications avant le vol sont effectuées. Décollage. Le X-15 est le premier avion à utiliser une plateforme inertielle et un ordinateur. Les instruments barométriques standards sont quasiment inutiles. Joseph en a sur le tableau de bord, mais il ne les utilise que pendant l'atterrissage, car ils ne fonctionnent pas à haute altitude ou en dehors de l'atmosphère. Pendant une bonne partie du vol, il utilise les données inertielles pour le contrôle et le guidage. Lancement. Le X-15 s'éloigne du bombardier et entre en chute libre pendant plusieurs secondes. Puis les fusées commencent à brûler en 85 secondes, générant une puissance extrême. Joseph tire l'avion vers le haut à un angle abrupt pour commencer à former une longue parabole et sort de l'atmosphère. Il a une bonne visibilité puisque les fenêtres sont à côté de sa tête. Une chose très inhabituelle concernant la visibilité à travers les fenêtres du X-15 est que le pilote ne peut voir aucune partie de l'avion, ni le nez, ni les ailes, rien. En général, les pilotes utilisent le nez et les ailes d'un avion comme référence d'altitude. Dans le X-15, la seule référence pour Joseph est le cadre de la fenêtre, ce qui, en un sens, est très désorientant. Mais d'un autre côté, une telle vue panoramique est idéale pour profiter du spectacle, à savoir la frontière entre la Terre et l'espace. Joseph trouve que c'est très calme ici, comme nulle part ailleurs. Mission accomplie. Joseph effectue une parabole parfaite et rentre dans l'atmosphère avec succès.
Le X-15 est comme un vieux coucou robuste qui grince et gémit lorsqu'il accélère au-delà de cette vitesse extrême. Mais tout tient en place et cela permet à Joseph Walker de rentrer chez lui. Il est prêt à entamer un vol plané pour atterrir depuis l'espace. Le X-15 possède quelques caractéristiques exceptionnelles qui améliorent considérablement la sécurité de l'atterrissage, notamment des aérofreins très efficaces qui sont essentiels dans un avion non motorisé pour ajuster l'énergie et s'assurer que le pilote revienne au sol en toute sécurité. Plus ils sont efficaces, plus le contrôle de la puissance est précis et plus l'atterrissage est propre. C'est difficile à imaginer, mais le pilote fait atterrir le X-15 seulement environ 11 minutes et 8 secondes après son lancement, après avoir parcouru une distance de 542 km. Joseph Walker entre dans l'histoire en devenant le premier pilote d'essai à s'être rendu dans l'espace à bord d'un avion fusée à 2 reprises. Malgré tous les risques du programme X-15, les courageux pilotes d'essai ont repoussé les limites de leurs compétences et de leurs conditions physiques pour maîtriser une technologie expérimentale révolutionnaire. Le succès global du programme a aidé à développer celui de la navette spatiale et a ouvert la voie à la NASA pour aller sur la Lune quelques années plus tard. Joseph Walker a reçu de nombreuses récompenses et le badge d'astronaute tant convoité, mais seulement plusieurs années plus tard. On a fait confiance à Joseph pour piloter le Lunar Landing Research Vehicle, utilisé pour développer des techniques de pilotage et d'opération pour les alunissages. Et le célèbre cratère lunaire Walker a été nommé en son honneur. Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé, mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu, jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun.
Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyons de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers, et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roche ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait,
Si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 centimètre cube d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière.
Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ? Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais situé sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo.
De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces deux planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble.
Il pense qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre, à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour
poursuivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre, ou remonter, vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage. La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans.
Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillariés individuels se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la deuxième étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devrait-elle pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Certains scientifiques pensent que notre planète possédait autrefois un satellite supplémentaire. D'après leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1100 km de large, tournait autour de la Terre comme une deuxième lune. Il s'est très probablement écrasé sur notre satellite principal par la suite. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux faces de la Lune ont l'air si différentes l'une de l'autre, l'une étant fortement cratérisée et rugueuse.